Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis David Brooks. L'histoire que vous allez voir est vraie, basée sur ma propre expérience d'adolescent drogué, psychotique et meurtrier au début des années 70. Mais avant de m'installer derrière le Castellet là-bas et d'emprunter les voies de mes pauvres victimes et copains morts, je voudrais saluer le professeur Catherine Griffith de l'Université du Texas et sa classe de psychologie freudienne dans la lumière du postmodernisme. Quel nom à la con. Merci d'être venu. Maintenant, chacun d'entre vous devrait être en possession d'un fanzine. À l'intérieur, vous trouverez 2 récits véridiques que j'ai écrits. Et dans un instant, je vous demanderai de lire le premier, plus tard le second. Ils décrivent des sensations que je ne me sens pas encore capable de représenter avec mes marionnettes, et ils me laisseront le temps de changer de décor, de préparer mes marionnettes et tout le reste. Maintenant, si vous me le permettez, je vais me mettre en place. Mesdames et messieurs, vous pouvez ouvrir vos fanzines et lire le premier récit. Merci. Dean Corll, un homme mou d'une trentaine d'années, est vautré dans un fauteuil rembourré, pensant à sa vie, avant de formuler le plus fort de ses pensées. Vers 17h30, 18h, Wayne Henley et David Brooks, 2 adolescents maigres, s'introduisent dans sa maison à l'aide d'une clé. Les garçons, fait Dean en les voyant. « Asseyez-vous. » Le duo se laisse tomber sur le canapé. « Salut, Dean, » murmure Wayne. David est assis avec son bras autour de la taille de Wayne, bouche bée, devant Dean, comme d'habitude. « J'ai une faveur à vous demander, » fait Dean. Il appuie sa tête quasi chauve contre le rebord poisseux du fauteuil et regarde péniblement le plafond du salon. « Tu veux dire ce que nous faisons ?» demande Wayne avec précaution. « Je veux dire, ces foutus meurtres. »« Oui, » répond Dean, en regardant frontalement leur visage mignon et blasé. « C'est bien ça, parce que je me suis fait avoir, comme si le fait de tuer ces garçons était une sorte d'accomplissement. Seulement, je me suis rendu compte aujourd'hui que nous ne les avons pas connus du tout, pas un seul. Alors c'est comme s'ils ne nous appartenaient pas, même quand ils sont morts. Ils nous ont échappé. »« Dean, écoute, » dit Wayne anxieusement. « Ces types sont morts, putain. Ils sont de la viande pourrie. J'étais là, mec. Tu es juste. » On frappe à la porte. « C'est qui ?» crie Dean. « Buddy Longview » répond une voix tendue de derrière la porte d'entrée. Dean réfléchit. Bon, d'accord. Il cligne de l'œil à Wayne et à David et fait 2 signes enthousiastes avec son pouce. Entre, c'est ouvert. Un garçon entre, environ 19 ans, maigre, visage angélique, l'air de s'ennuyer en t-shirt et bermuda. Faites de la place pour notre visiteur, ordonne Dean. Wayne et David glissent chacun vers un bout du canapé. Buddy remplit la place vide. Wayne, Buddy, David, Buddy. Les adolescents se font un signe de tête. « Salut, Dean » dit Buddy d'un air penaud. Il regarde Wayne et David et préférerait qu'ils ne soient pas là, puis laisse dériver ses yeux sur un des motifs cachemire du tapis. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, de la mort et tout ça. Et oui, j'en ai marre de la vie. Et je veux partir, comme tu as dit, en foutant un sacré bordel. » Dean se penche vers Buddy en imaginant ce qu'il imagine toujours. Sexe, torture, mutilation, avec la toute nouvelle conscience de sa compréhension superficielle du jeune étranger. Oui, bon, je le ferai pour toi, mais d'abord, je voudrais que tu habites ici avec moi pendant quelques jours, pour me laisser le temps de te connaître. Buddy hausse ses épaules. Pas de problème. Il dit doucement. Mais
Je suis une vraie pas. Alors t'attends pas à grand chose. Bon, Dean attrape une vieille pipe à eau en bambou. Même sans l'allumer, elle empeste la maison comme un grand bâton d'encens. Il se défonce à mort. Le temps est écoulé. 4 jours plus tard, nous entamons la partie théâtrale de notre histoire dans la cave de la maison de Dean. Buddy est allongé sur le ventre, sur un lit qui n'est qu'un grand morceau de contreplaqué épais sur 4 pieds. Dean et Wayne ont fracassé sa tête avec des battes de baseball. Après avoir crié pitoyablement, Buddy est silencieux depuis plusieurs minutes. Dean fist-fuck ce qui reste de son corps. Wayne le regarde faire, fasciné. Et comme d'habitude, je filme avec la caméra Super 8 de Dean pour la postérité. Maintenant, avant de commencer, laissez-moi vous présenter les différents personnages de la pièce. Voilà Dean, le méchant réalisateur. Et sa voix est comme ça. Ensuite, il y a Wayne, mon copain, complice des meurtres. Qui a cette voix-là? Les garçons que nous avons tués ont à peu près tous la même voix, parce que je peux pas faire plein de voix. Alors, Voilà à quoi ressemble leur voix. quand ils sont morts et que Dean en fait ses marionnettes, il leur donne Une voix fantomatique comme ça. et la marionnette qui me représente, eh bien c'est moi. Bonjour, je suis la marionnette de David. Vous comprenez, j'espère. Ok. On y va. Hé, Dean! Et tu la sens, la mort de Buddy? Il est à nous. Bonne question. Laisse-moi retirer mon poing de son corps. En fin de compte, non. Oh, merde, Dean! Tu penses trop. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de comment il était vraiment? Tuer, c'est juste une histoire de pouvoir, mec. Tu peux inventer qui tu veux et imaginer cette personne dans le corps de ce connard. Vraiment? Bah ouais. Comment? Tu me le demandes, toi? C'est toi, le génie. Ah. Ça aurait pu être n'importe qui dans ce monde qui... Parfait. Salut. Salut.
espèce de peine-cul. Je suis l'acteur qui jouait l'aîné des deux fils dans la série Flipper le dauphin. Oh, vraiment? C'est toi que j'ai tué? Oui. Oh putain, j'avais un sacré béguin pour toi. Moi aussi. Dis-moi que te tuer, c'était incroyablement sexy. Quand tu m'as tué, c'était incroyablement sexy. Dis-moi que mon sexe est Dieu. Ton sexe est Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. David. Wayne. Ouais, Dean, qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de vous rouler des pelles. Devine quelle identité j'ai choisie pour le cadavre. Jimmy Page? Oh non, non. Attends. Je sais qui. Le petit blond aux yeux bleus, là, celui qui te fait gémir. Comment il s'appelle déjà? Luke Alphine, dans Flipper le dauphin. Exactement. Ce serait assez sensationnel si c'était vraiment le cadavre de Luke Alphine. Je veux dire, les poursuites, la publicité, nous serions célèbres. Salut, Wayne. C'est moi, Luke Alphine. Et PD, bon débarras. Attention, ou je te hanterai. Cool, hein? Ouais, Dean, cool. Maintenant, si ça te dérange pas,
David et moi, on va derrière. Enlève ton jean. Quoi? Enlève ton jean. Et du temps a passé. Nous avons enterré Buddy sous le plancher d'un hangar à bateau appartenant à Dean. Il y avait déjà une douzaine de cadavres de garçons qui pourrissaient. Ensuite, Dean a tué 2 ou 3 garçons tout seul. Et puis un jour, Wayne a parlé à Dean d'un garçon de notre lycée, un drogué incroyablement mignon qui s'appelait Jamie. Et Dean a dit « Formidable !» Alors, Wayne, avec mon aide bien sûr, a coincé Jamie, l'a excité en parlant d'une fête chez Dean et il a bien voulu venir avec nous ce soir-là. Et en route pour chercher Jamie, Wayne et moi avons discuté de trucs. Les fantasmes de Dean autour des stars de télé à l'époque n'étaient pas clairs pour moi. Wayne m'a expliqué que les personnages qu'on voit à l'écran n'ont pas de vie intérieure, à la différence des vrais êtres humains qui sont tellement complexes et impossibles à comprendre quels que soient vos efforts. Quand Dean imagine l'identité de sa victime, Luke Alphine par exemple, il a l'impression de savoir exactement qui il a tué dans les moindres détails. Et ce savoir rend la mort plus significative et complète. C'était intéressant.
Ensuite, nous sommes arrivés chez Jamie. Nous l'avons assis entre nous dans la voiture et conduit jusqu'à chez Dean. On est resté pas mal là-bas en traînant et en nous défonçant. Et finalement, Jamie a décidé que ce serait cool d'être tué. Et nous sommes descendus en troupe dans la cave et Dean et Wayne l'ont torturé à mort. 2 heures plus tard, nous sommes toujours à la cave. Jamie est découpé sur la table habituelle. Penché au-dessus du cadavre, Dean regarde ses yeux bleus ouverts et converse vaguement avec quelques personnes inventées. Je filme la scène en marchant accroupi ou sur la pointe des pieds pour capter un point de vue original. Wayne est de l'autre côté de la pièce, couvert de sang et de sueur, en proie à une sorte de crise existentielle parce qu'il a emmené le pauvre Jamie ici pour mourir. Je connais toujours pas son problème exact, mais je pense que c'est parce que Dean a pris la seule chose qui appartenait réellement à Jamie. Son identité. De toute façon, voici ce qui se passe ensuite. Tu aimais quand je t'ai coupé les couilles, hein? Oui, Dean. Tu as rêvé de ce jour toute ta vie, non? Si, Dean. Oui, Wayne, qu'est-ce qu'il y a? Arrête! Arrête de faire ça, Jamie! Enculé! Je suis pas Jamie! Je suis Jane North, qui jouait dans Denis la Malice. Denis la Malice, Denis la Malice. Non! C'est pas vrai! Je sais pas pourquoi, mais je le crois plus que toi. Merci, Dean. Je t'aime. Je t'aime aussi, Jay. Tu perds le nord, mec. Dean. Qui est cette grande gueule? Oh, juste un gamin sinistre que j'aurais dû tuer il y a des années. Où est ce putain de couteau, Dean, enculé? Hé Wayne, garde ton calme. Tu aimais Wayne? Bizarre. Je ne vois pas comment c'est possible. Il y a longtemps, Jay, chérie.
Où est ce putain de couteau de merde? Le voilà. C'est ça. À plus tard, Dean. À beaucoup plus tard. Tu le sens? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Wayne! Wayne, arrête! Wayne, arrête! Crève. Connard. Jamie! Oh. Jamie! Je suis désolé. Je suis désolé qui t'ait tué. Wayne, ta gueule, David, c'est à Jamie que je parle. Jamie. Oh, Jamie, je suppose que je pensais, tu sais, que ce serait sexy, comme toujours, de voir Dean te tuer et de l'aider. Oh, Jamie, c'était sexy. C'était sexy. Je suis désolé. Tu sais. Wayne. Jamie. Je t'aimais, mec. J'ai jamais pu te le dire. Alors,
Je suis resté là, en attendant que Wayne revienne à Linen. Je suis jaloux. Je l'ai toujours été. La révélation de Wayne sur son amour pour Jamie était tellement intense. Je veux dire, je m'y attendais, mais elle était là, cette nouvelle que je craignais. Wayne est plus ou moins sorti de sa stupeur après une quinzaine de minutes. Et nous avons enveloppé de plastique les cadavres de Jamie et de Dean pour les placer dans le coffre de la voiture. Comme je pensais avoir entendu le pire, j'ai commis l'erreur de demander à Wayne de me raconter toute l'histoire avec Jamie. Et il a pas seulement révélé une tonne de mini-orgies, mais encore plus d'orgies avec toutes sortes de garçons de notre lycée. J'étais abasourdi. D'accord. Lessivé. Quelques-uns de ces garçons étaient supposés figurer parmi mes bons amis, et puis voilà Wayne qui me raconte qu'ils étaient tous en train de se défoncer et de s'enculer à chaque fois que j'étais pas là. Ensuite, nous sommes arrivés au hangar à bateau pour enterrer les 2 corps et j'ai pensé, c'est fini au moins. Plus de tuerie. Avec un peu de chance, plus d'aventure pour Wayne. Il avait l'air contrit, assis dans la Cadillac de mon père à regarder défiler le paysage. Mais je m'avance, mesdames et messieurs. Lumière, s'il vous plaît. Vous pouvez ouvrir vos fanzines et lire le dernier récit. Merci. J'aimerais, dit doucement Wayne, et puis une pensée floue subliminale se fige en passant. David, laisse-moi chez Dean, d'accord? David cligne des yeux vers la route. Pourquoi? Je sais pas exactement, dit Wayne. Je sais pas vraiment. Dans les vitres, le monde défile à toute vitesse, 2 rubans de sable. David s'agrippe au volant. Alors je reste avec toi. Tu n'es pas obligé, dit Wayne, même pas sûr qu'il ait envie d'être accompagné à ce moment-là. Je viens. David le fixe. Et ensuite nous quitterons cet endroit pour de bon, car la police risque de chercher tous ces garçons et de venir sonner chez Dean. Ses yeux se voilent. Il imagine. Merde. Au bout d'une demi-heure, David tourne dans l'allée en gravier de Dean et gare la voiture. Wayne cherche un double de la clé en dessous du paillasson quand ils entendent une voix dans le noir à leur gauche. « Hé !» dit la voix. « Vous êtes qui ?»« Des amis de Dean, » dit Wayne. Maintenant, il arrive à distinguer une vague forme humaine assise. « Et toi, t'es qui ?»« Dean m'a dit de passer si j'étais déprimé, » dit la voix, celle d'un garçon sans aucun doute. Et je le suis, alors me voici. Dean n'est pas là, mais tu peux entrer avec nous? Wayne, dit David en colère. Merci les mecs, murmure le garçon. C'est un blond mince avec un visage mal rasé, assez androgyne, d'une 20aine d'années, en t-shirt Janis Joplin, jean troué, tout à fait le type de Dean. Salut, dit-il, se protégeant les yeux. Je suis Brad. Ils entrent tous les 3, s'écroulant sur le canapé et les chaises. Comme d'habitude, une putain d'odeur de pipe à eau et une brume permanente de shit, presque invisible, plane sur tout. Alors, comment est-ce que tu connais Dean ? Demande Brad. David reste silencieux. Brad glousse. Si tu veux savoir où je l'ai rencontré, je ne peux pas te le dire avant que tu me dises comment tu le connais, toi. Je le connais à peine, ment David. Et je ne suis pas peu familier avec lui, ricane Wayne. Oui ? Demande Brad.
Comment ça? Familier? Wayne étudie le garçon jusqu'à ce qu'il soit à peu près sûr qu'ils partagent leur obsession de violence ou que le meurtre est un concept cool. Je sais qu'il torture des garçons à mort. Oui, murmure Brad. Tu veux entendre un truc fou? Parce que je suis foutu. Totalement. Il rit. C'est sans espoir. Dean essaie de me persuader que je le laisse me torturer à mort. Et je suis prêt à mourir ce soir s'il a trouvé le moyen de le faire sans que ce soit trop inconfortable pour moi. Tu es gay? Demande Wayne, vaguement attiré par ce mec. Peu importe. Brad se croisait les bras, hostile. On s'en fout du sexe. Alors pourquoi tu veux mourir? Demande David. Pourquoi pas? Non? Brad rit. Pour commencer, il y a trop de confusion dans la vie. Mais à en croire certaines personnes, ça pourrait être trop bien là-bas. Tous ces putains de démons, châtier les vivants. Je suis prêt. Il clignait des yeux. Alors c'est quoi votre truc avec Dean? Je l'ai regardé tuer plusieurs mecs, dit Wayne, et je l'ai aidé. Sauf que Dean est mort. Je l'ai tué il y a 3 heures. Brad fait un quasi-bond du canapé. Tu es le maître. Il montre du doigt son t-shirt et la lampe de Janis Joplin qui sort de sa bouche comme un sabre ensanglanté et tordu. Putain, marmonne David, dégoûté. Le regard attentif de Brad va de Wayne à David. Vous êtes un couple gay? Je le vois toujours. Oh, arrête, gémit David, s'attendant à de l'homophobie idiote. Je dis pas que les gays me dérangent, je dis seulement que vous l'êtes. Brad sourit affectueusement. Alors nous pouvons baiser pendant que tu me tues? Dean m'a montré quelques films Super 8 de lui en train de tuer des mecs. Je sais comment ça marche. Intense, non? Wayne, crie David. On devrait regarder un de ces films, lâche Brad, tout excité. Ça me donnera envie. Je sais pas où il les cache, dit Wayne. Tu le sais, toi? Bien sûr. Brad court vers un meuble en bois à côté de la télévision. Il ouvre un tiroir du bas, balançant des douzaines de films sur le tapis. Wayne voit les étiquettes collées sur chaque boîte, des prénoms gribouillés. Robin, Eric, Buddy, Jamie, Allen. Vous n'allez tout de même pas regarder un film, non? Demande David. Wayne simplement le regarde. Peut-être. Du reste, ça pourrait t'intéresser, puisque c'est toi qui en as réalisé quelques-uns. Pendant ce temps, Brad court de long en large à travers la pièce, apporte l'écran, installe le projecteur, le branche, prépare tout pour une projection. Il est assis en tailleur au milieu de la pièce, en regardant droit devant lui l'écran vide, comme si c'était un gourou Maharishi. Wayne a réussi à enfiler le film sur la bobine et éteint les lumières. L'écran se remplit de la bande rouge de l'amorce et quand il n'y en a plus, on voit la cave de Dean. Un garçon aux cheveux blonds et longs est allongé sur la table habituelle. Wayne n'arrête pas de lui donner des coups de poing sur le visage. Dean le baise et essaie de lui arracher un téton. David est vraiment recroquevillé maintenant, grimaçant et regardant le film du coin de l'œil. À l'écran, Wayne coupe les doigts du garçon avec des pinces. Dean a un poing dans le cul du garçon, l'autre main autour du cou, et il suce sa bite molle comme s'ils étaient amoureux. Le garçon crie, ou du moins sa bouche est grande ouverte. Les cheveux mi-longs de Brad claquent si furieusement autour de sa tête qu'il doit être en train de se branler. Le sexe de Wayne est dur aussi, et David est juste de plus en plus en boule sur le canapé. Arrêtez, chuchote David. On dirait qu'il va pleurer, ce qui serait une première. Le jean de Brad est tombé, faisant le signe de l'infini bleu autour de ses chevilles. Je suis novice, d'accord? J'ai aidé, mais je n'ai pas été solo. Alors, ok, dit Brad très vite. L'écran est plutôt dominé par du sang éclaboussé. On dirait un halo pourpre autour de la tête dansante de Brad. Le temps est écoulé. Une heure plus tard, nous sommes toujours à la cave. Brad est découpé sur la table habituelle. Il a arrêté de penser que la mort était l'expérience ultime il y a environ 8 blessures.
Du sang gicle de plusieurs crevasses en lui, et quelques détails proéminents de son corps manquent déjà. Wayne est debout, au-dessus de Brad, couteau en main, couvert de sang, avec un sourire sexy, il faut le dire. Je suis de l'autre côté de la pièce, chialant de toutes mes forces. Je tiens mollement la caméra Super 8 d'une main, mais je ne l'ai pas déclenchée. Pas une seule seconde. Tiens. Arrête, arrête, arrête. Arrête, 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 arrête. Hé, tu délires, Nick. Tiens, rencontre Monsieur Couteau. Oh non, et si, il est tellement content de te rencontrer qu'il va faire une petite danse dans ton estomac. Hé, ça va mieux, non? Dis-le, dis-le. Oh non, oh mon Dieu, aide-moi, aide-moi. Mon Dieu, mon Dieu, 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 Dieu. Tu me fais chier avec ton Dieu. Mais, Monsieur Couteau, oh non, et si, Ten, vraiment, putain, tellement, arrête, non, enfin! Cool, David. Non? Non. Wayne. Oh là là! Toi aussi tu me déçois, David. Regarde, c'est chaud. Hey hey! Qui es-tu? Jeune cadavre. Ah, je suis Ginny Rodney. Quoi? Je suis Ginny Tage. Oh, oh là là, dis donc, et je sais que t'entends ça tout le temps, mais t'étais un génie. Oh cool, j'ai tué un génie. Je suis d'accord et merci. Et t'étais un sacré canon, hein. Merci, Nick. Wayne, si tu arrêtes ça, je vais franchement disjoncter.
Oh là là, on dirait un de Nissan. Alors là, surtout pas, Ginny. David, il aime la musique de Tarlouse, comme Johnny Mitchell, oh yeah. Johnny Mitchell, Johnny Mitchell, Johnny Mitchell, Johnny Mitchell, oh yeah. Je la déteste. Moi aussi, mec. Va te faire foutre! Non. Non, 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 David. Écoute. David. Écoute, je te dis, Dean avait raison. Ce truc de projection, c'est génial. Parce que j'ai décidé que c'était Ginny Page. Alors j'ai ici, d'accord? Et c'est lui. J'en suis convaincu. Alors, et je sais pas comment ça marche, hein, mais viens ici, toi, David. Non. Si. Non. Viens, David. Non. Essaie, toi aussi. Rejoins-moi. Non. Non. David. Rejoins-nous. Arrête. Wayne. Loser. Alors ça, c'est clair. Loser, David. Et David. Loser. Ah. Et loser, David est un loser. Wayne, arrête. Je t'en prie. Loser, David. Loser. Arrête. Wayne. Arrête. Oh, tu m'as éclaté la tête avec la caméra. Espèce d'enculé. Arrête, David. Wayne. Oh. Mon Dieu. Je dois... Où est le téléphone? Tut, tut. 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 Décroche. Tut. Décroche. Tut. Vous êtes en relation avec la police nationale. Veuillez ne pas quitter et nous allons donner suite à votre appel. Veuillez ne pas quitter, nous allons donner suite à votre appel. Police nationale, j'écoute. Allô? Oui, je vous écoute. Allô, il y a eu un meurtre. Monsieur, vous êtes à côté de la victime? 27 meurtres. Donnez l'adresse. Monsieur, donnez l'adresse. Monsieur? Faites vite. Monsieur, donnez-moi l'adresse. Tut, 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 tut,
Cher David Brooks, vous vous souvenez peut-être de ma classe qui s'est rendue il y a quelques mois à l'un de vos spectacles de marionnettes. Pour leur devoir de fin d'année, mes élèves devaient rédiger un court essai traitant d'un des événements auxquels ils avaient assisté pendant le semestre. Il se trouve qu'un élève, Peter Winterson, a choisi votre spectacle. Je vous transmets son essai pour vos fichiers. Je ne dirai pas que cet essai figure parmi les meilleurs. Par ailleurs, je l'ai noté 8 sur 20. Mais il pourrait tout de même vous intéresser. Sincèrement, professeur Catherine Griffiths, Université du Texas. 3 mois plus tard. La lettre suivante m'a été envoyée en prison. Les pensées du marionnettiste sont simplistes et pourtant ardues, telle une balade ivre d'un bar jusqu'à la maison. Mais son ivresse ne commence qu'à partir du moment où il entre dans le royaume abstrait de la réflexion, tandis que le but de ses pensées, se heurtant follement les unes aux autres, ne tend vers rien, de plus que le premier mot ou syntagme, à la limite d'une phrase assiégée, qui lui reste à formuler de manière satisfaisante. Entre les meurtres qu'il a commis et la maîtrise artistique de ses marionnettes, il y a un chemin tellement compliqué par son besoin obsessionnel de reconstruire sa partie